Bien. Attention. Chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui les trois cofondateurs d'une jeune plateforme de mise en relation entre des soignants indépendants et des établissements de santé, la plateforme Mediflash. Messieurs Stanislas Châtel, Maxime Klein, Léopold Trépoz, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous remercions de vous être rendus disponibles pour participer à cette audition. Vous le savez, à partir du 10 juin 2022, plusieurs membres du Consortium international de journalistes d'investigation ont publié ce qui est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine, datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objets. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying d'Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France, l'ubérisation, et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Évidemment, votre audition s'inscrit davantage dans cette seconde optique pour connaître l'origine, le fonctionnement de la plateforme Mediflash, qui se présente comme une plateforme permettant aux professionnels de soins indépendants, essentiellement infirmiers et aides-soignants, de participer à, je cite, des missions de renfort valorisantes et bien rémunérées, très bien rémunérées. Notre commission d'enquête s'intéresse particulièrement aux nouvelles formes de travail qui ont été entraînées par l'émergence des plateformes d'emploi, notamment, et plus particulièrement à la question du statut des travailleurs de plateforme. La réglementation en vigueur en France laisse le choix aux plateformes et à leurs employés d'arbitrer entre salariat ou travail indépendant. L'évolution de la jurisprudence montre que dans le secteur des mobilités, qui est différent évidemment de celui d'autres plateformes, on en parlera, il y a une tendance à la requalification des travailleurs indépendants en salariés en raison de l'existence d'un lien de subordination de fait entre la plateforme et ses employés. Un certain nombre de décisions des prud'hommes et de la Cour de cassation en ce sens. Qu'en est-il au sein de votre plateforme Mediflash? Les travailleurs du secteur de la santé passant par votre plateforme sont-ils attachés ou non au statut d'indépendant? Comment est-ce qu'un infirmier ou une aide-soignante, par exemple, peuvent-ils s'inscrire sur votre plateforme et entrer en contact avec un établissement de soins? De quelle manière sont-ils rémunérés, par la plateforme ou par l'établissement de soins? Qui fixe le niveau de la rémunération? Quelle est la commission qui est prise par la plateforme? En somme, comment est-ce que vous fonctionnez, vous positionnez par rapport à ce débat sur le statut? Et notre commission s'interroge sur le point de savoir si une plateforme comme la vôtre n'a pas pour effet de se substituer d'une certaine manière à des entreprises d'intérim dans lesquelles des travailleurs ont un statut de salarié, voire à un statut de salarié permanent dans le secteur de la santé. Et au-delà de la question du statut de l'employé des plateformes, se posent évidemment d'autres questions relatives aux droits et aux obligations des plateformes et des employés en matière, par exemple, de gestion algorithmique, de transparence de leurs relations commerciales et de droit au recours en cas de déconnexion. Si vous pouvez nous dire aussi un mot de la façon dont vous appréhendez ces questions. Et en somme, j'aurais une dernière question, et on en parlera dans le cours de conversation. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que votre business model repose essentiellement sur un statut d'indépendant dans les travailleurs auxquels vous faites recours, ou est-ce que c'est au final un élément assez secondaire de l'offre que vous apportez? Je vous rappelle que cette audition, donc déjà je vous remercie pour vos disponibilités et qualité de vos réponses, je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes et répondre à ces premières interrogations, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever l'un après l'autre, donc peut-être qu'en commençant par M. Klein, à activer votre micro l'un après l'autre et à lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Il faut éteindre à chaque fois. Ah, pardon. Je le jure. Je le jure. Bien. Je vous en prie. Très bien. Pour commencer, Monsieur le Président, Madame la rapporteuse, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, merci de nous recevoir. Je vais commencer par me présenter, ce qui va me permettre d'introduire un peu ce qu'est Mediflash, en vous parlant de mon parcours. Donc moi, je suis infirmier de formation. J'étais étudiant dans la merveilleuse ville de Metz. J'ai ensuite poursuivi mes études après mon école d'infirmier
Pendant toutes mes études, que ce soit à l'école d'infirmier ou ensuite, j'ai fait énormément d'intérim, dans un premier temps en tant qu'aide-soignant, puis en tant qu'infirmier. J'ai eu pas mal de difficultés dans cette pratique, tant en relation avec les agences que sur le terrain, et il y avait aussi une notion de rémunération. Donc on a fait un constat assez simple, c'est que quand on s'est lancé, il y avait déjà des difficultés de recrutement de la part des établissements de santé. On était dans un contexte sanitaire déjà tendu, donc ce n'était pas un phénomène nouveau. Selon le rapport El Khomri sur l'attractivité des métiers du grand âge, on estime qu'en 2030, on va devoir recruter 140 000 professionnels de santé supplémentaires. Au moment où on se parle, 81% des EHPAD ont des postes vacants et peinent à recruter. Juste pour vous donner un état des lieux, en France, on a à peu près 15 000 établissements de santé. Parmi ces derniers, il y a 11 000 EHPAD, donc ce n'est pas négligeable. On a aussi fait un autre constat, c'est qu'il y a une fatigue importante qui s'est installée chez les soignants, qui opèrent dans des conditions de travail dégradées, avec de faibles rémunérations, des horaires difficiles, du travail de nuit, le dimanche, pendant les fêtes, les jours fériés. Concrètement, les soignants quittent le monde de la santé. La profession n'attire plus. Il y a une baisse de près de 25% en 6 ans des candidatures au concours d'accès à la profession d'infirmier et d'aide-soignant, toujours selon le rapport El Khomri. Cette situation, elle a une conséquence assez claire, c'est de réduire la qualité de prise en charge des patients et des résidents dans nos établissements de santé. Donc la mission de Mediflash, notre volonté en tout cas, c'est de rendre plus attractifs les professions de santé et d'accompagner les soignants tout au long de leur carrière, dans leur orientation, dans leur formation, dans leur insertion, dans leur reconversion professionnelle et dans leur recherche d'emploi à terme. L'idée, c'est d'améliorer les conditions de travail des soignants et les aider en ayant un équilibre, une gestion de leur équilibre vie pro, vie perso, beaucoup plus sain, et c'est ce qui est de plus en plus demandé par les jeunes générations suite à la crise sanitaire qu'on a connue. Il y a une autre motivation, c'est de revaloriser les métiers du soin en donnant plus de liberté dans leur pratique. Ça, c'est du côté soignant. Du côté établissement, notre mission, c'est de faire face aux tensions de recrutement qu'ils connaissent au quotidien et de faire en sorte qu'ils puissent fonctionner avec des effectifs complets pour la prise en charge des patients et des résidents. Donc concrètement, Mediflash, on est une entreprise complètement française. On a une trentaine de salariés à date. On s'est lancé initialement dans le Grand Est parce que j'avais la chance de venir, comme je vous l'ai dit, de Moselle. Et c'est un secteur où il y a de fortes tensions parce qu'on a une proximité avec le Luxembourg qui aspire beaucoup de nos soignants. Pour vous donner un ordre de grandeur, à Thionville, qui est une ville très proche de la frontière, une école d'infirmiers voit près de 60% de ses étudiants, 3 ans après avoir été diplômés, travailler au Luxembourg. Donc vous imaginez les tensions que ça peut créer sur le secteur. Donc notre travail, c'est de mettre en relation des établissements de santé, publics et privés, de tout type, EHPAD, maisons d'accueil spécialisées et autres, qui ont des besoins de renfort ponctuels et d'urgence, avec des soignants paramédicaux qui ont un statut d'indépendant, soit auto-entrepreneurs, soit libéraux en fonction de leur profession. Donc les soignants paramédicaux qu'on couvre sont les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les aides médico-psychologiques et les infirmiers, et quelques autres professions annexes. Parmi ces profils soignants, on a différentes situations. On a d'une part des étudiants qui cherchent à continuer à se former et à financer leurs études, comme j'ai pu le faire pendant mes études, et qui souhaitent bénéficier ils souhaitent faire bénéficier de leurs compétences au système de santé. On a aussi des personnes qui font ça en complément de revenus, qui sont soit salariés, soit non, et qui souhaitent retrouver un peu le chemin du travail et concilier leur vie personnelle et professionnelle. On a beaucoup de mères ou de pères célibataires qui ont besoin, par exemple, d'être libres le mercredi pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Donc ce modèle s'apparente bien à cette résolution de la problématique. On a aussi parfois des soignants qui sont en transition entre 2 emplois, qui ont envie de tester différents établissements pour ensuite se fidéliser dans un établissement où ils sont sentis à l'aise, et où des personnes qui ont besoin à un instant T de leur carrière de plus de flexibilité pour une raison X ou Y. L'idée, c'est de leur apporter cette possibilité-là plutôt que les pousser vers la porte de sortie du métier de la santé. Pour vous expliquer un peu notre approche, voilà, on est une plateforme qui s'est constituée par des soignants pour des soignants. On a un modèle qui est très différent en tout cas l'approche qu'on a est très différente de celle d'Uber. Aujourd'hui, les soignants, ils s'inscrivent totalement librement sur le site internet, ils ont accès à l'application librement, ils peuvent visualiser l'ensemble des propositions de mission qui sont proposées par les établissements de santé. On leur laisse en fait une liberté totale de choix de mission et ils se sentent complètement valorisés grâce à ça. Ils aiment évidemment la souplesse du statut qui leur permet aussi d'avoir de bonnes rémunérations et on leur laisse l'organisation, la liberté d'organisation de leur temps.
On leur propose à chaque fois un suivi personnalisé. On est en train là, de faire des partenariats avec des écoles de formation pour justement les aider, en tout cas les soignants qui le souhaitent, à monter en compétences. Et c'est un sujet qui est assez important pour nous. Et donc c'est un modèle qui est très plébiscité par les soignants et on est convaincu que c'est en redonnant cette liberté-là qu'on va pouvoir redonner de l'attractivité au métier du soin. Depuis notre création, pour vous donner des chiffres concrètement, on a 22 000 professionnels soignants qui sont inscrits sur notre site internet. On en a 2500 qui ont réalisé déjà des missions via la plateforme Mediflash dans plus de 500 établissements. Notre conviction, c'est que réhabiliter les professions de soins, ça va permettre d'aider le système de santé et d'aider concrètement les établissements à attirer des profils dans leurs établissements et à améliorer la prise en charge de nos aînés, parce que c'est ça le sujet qui est derrière. Comment est-ce qu'on aide concrètement les établissements? On va les aider à assurer ce qu'on appelle la continuité des soins. On va les aider à soulager concrètement les équipes qui sont en place dans les établissements, à ne pas faire des heures sup continuellement. On va les mettre en fait en contact donc avec des soignants qui sont qualifiés, dont on vérifie le diplôme et les qualifications pour chacun des soignants. On va les aider évidemment à gérer quelques tâches administratives sur cette mise en relation. Et donc les établissements qui utilisent la plateforme Mediflash, ils font souvent part du sérieux des soignants qui interviennent chez eux. Donc le modèle qu'on a réussi à construire, c'est un modèle qui est équilibré et qui est plébiscité à la fois par les établissements et par les soignants. Évidemment, on est conscient du caractère moins protecteur du statut auto-entrepreneur. Les avantages pour les soignants, ils sont bien réels aujourd'hui. On leur permet de reprendre la main sur leur vie professionnelle, de continuer à se former, à redonner du sens dans leur métier. Aujourd'hui, concrètement, un aide-soignant auto-entrepreneur, il est affilié au régime général de l'assurance santé. Il va cotiser pour la retraite avec toutes ses cotisations à l'URSSAF qu'il effectue tous les mois ou tous les trimestres. Et ils sont systématiquement évidemment couverts par une responsabilité civile professionnelle. Là-dessus, nous, on est hyper transparent. C'est quelque chose de très important pour nous et on leur explique bien leurs droits et leurs devoirs justement en tant qu'auto-entrepreneur. L'objectif, c'est de redonner du sens au métier du soin, mais surtout de réduire le nombre de départs de soignants qui partent du monde de la santé. Aujourd'hui, on ne détruit pas des CDI, comme on pourrait le croire, mais on va au contraire créer des CDI. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors bien sûr, tous les soignants n'ont pas vocation à devenir auto-entrepreneurs. C'est un modèle qui correspond à un certain moment de vie pour certains types de soignants qui le souhaitent. Un soignant, en moyenne, il va rester 4 mois et demi sur la plateforme Mediflash. Donc on ne parle pas d'un grand mouvement de foule de soignants qui viendraient vers l'auto-entrepreneuriat. Et souvent, après avoir été pendant quelques mois sur la plateforme, après avoir été dans quelques établissements différents à tester différents services, différentes équipes, différents types d'établissements, que ce soit spécialisé dans le handicap, dans la vieillesse, etc., un soignant va pouvoir trouver un établissement qui lui plaît et signer un CDI. Aujourd'hui, on a 60% des soignants qui sont passés par notre plateforme qui sont partis parce qu'ils ont réussi à signer un CDI ou un CDD dans un établissement. Et c'est là où c'est quelque chose d'important pour nous. Mediflash vient vraiment en soutien du modèle d'emploi classique qu'on connaît. Et si la plateforme est aussi plébiscitée aujourd'hui, c'est vraiment qu'on répond à un besoin et un intérêt pour les établissements et pour les soignants. L'approche, c'est vraiment ça, c'est toujours de fidéliser les soignants autour de la plateforme. Et alors, évidemment, notre modèle, aujourd'hui, il soulève des questions auprès des pouvoirs publics. Opérer en tant qu'entreprise privée dans un domaine d'utilité publique qui plus est en santé, évidemment, ça suscite des réticences ou des interrogations en tout cas. Aujourd'hui, malheureusement, malgré la pertinence du modèle qu'on est en train d'essayer de construire, on a des réticences importantes de la part des pouvoirs publics. Pour vous donner concrètement les réticences qu'on a, on a eu tout d'abord un courrier qui a été signé par les ministères de la Santé et le ministère du Travail, que vous trouverez dans le dossier qu'on vous a adressé. Donc ce courrier a été signé le 30 décembre 2021, en pleine crise Covid. Il a émis des doutes sur le modèle des soignants indépendants. Il a été relayé du coup par les ARS aux établissements de santé. On a eu ensuite aussi des difficultés depuis janvier 2023 avec de nombreux contrôles de l'URSSAF et de la DRET dans des établissements utilisateurs de Mediflash. On a dénombré, nous, une cinquantaine d'établissements qui ont été contrôlés par plus d'une centaine d'agents le même jour. Ces contrôles-là, ils ont eu un impact extrêmement fort
sur les établissements qui ont pris peur, évidemment, et sur de nombreux soignants qui ont été interrogés à cette occasion, qui se sont retrouvés sans activité du jour au lendemain parce que les établissements ne voulaient plus leur proposer de mission. On a engagé des discussions avec les pouvoirs publics pour dissiper évidemment des malentendus. Pour vous donner un peu les actualités, aujourd'hui, la situation n'a toujours pas évolué. Donc on pourra développer ce sujet si vous le souhaitez. Mais encore une fois, notre conviction, c'est que si Mediflash fonctionne aussi bien, entre guillemets, et est plébiscité par les établissements de santé et par les soignants, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour eux et qu'il y a une vraie réflexion à mener sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer le modèle d'emploi actuel et comment est-ce qu'on peut mieux satisfaire les besoins actuels du système de santé. Merci. Vous nous avez donné un dossier assez complet, effectivement, avec le courrier du 30 décembre 2021, qui, en fait, soupçonne ce type de modèle et pratique d'être du travail dissimulé, en fait. Bon, alors, je ne veux pas vous demander de répéter tout ce que vous nous avez transmis, parce que vous nous avez donné les réponses, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous faire la synthèse au moins de votre réponse à cet argument et pourquoi il vous paraît être inopérant dans votre cas? Ouais. Alors en gros, le courrier des ministres, effectivement, on ne va pas revenir sur l'intégralité, mais il y a globalement 2 éléments qui sont importants. Le premier élément d'argumentation, c'est le fait que le courrier explique que l'aide-soignant en particulier, il effectue ses missions sous la responsabilité de l'infirmier. C'est l'article R43-4 du Code de la santé publique qui explique qu'effectivement, les missions qui sont effectuées par l'aide-soignant le sont sous la responsabilité de l'infirmier. Et en fait, de cet article de loi, l'interprétation juridique qui en est tirée, c'est que du coup, l'aide-soignant, il est nécessairement sous un lien de subordination avec l'infirmier. Ce qui est une interprétation juridique, c'est pas ce que dit le texte. Et donc en fait, ça pose un problème parce qu'à partir d'un texte qui est véridique, il y a une interprétation juridique qui est faite et qui est fallacieuse. La notion de responsabilité et la notion de subordination, c'est pas la même chose. Le texte ne dit pas que l'aide-soignant il doit être subordonné à l'infirmier. Et par exemple, c'est un exemple qu'on cite dans l'argumentation de notre avocat qu'on vous a mis également dans le courrier, un infirmier, quand il effectue ses missions, il les effectue sous la responsabilité d'une prescription médicale, par exemple un infirmier libéral, donc il est bien sous la responsabilité du médecin quand il effectue ses missions, et pourtant ça ne pose de problème à personne que l'aide-soignant, pendant que l'infirmier soit un libéral et donc un indépendant. Donc ça, c'est le premier argument, c'est le fait de dire qu'en fait la notion de responsabilité, elle n'est pas équivalente à la notion de subordination. Et si on revient un petit peu entre guillemets dans le terrain, parce que c'est ça qui est important, un aide-soignant, Maxime pourra vous en parler, parce qu'il a fait beaucoup de missions, d'abord en tant qu'aide-soignant, ensuite en tant qu'infirmier. Un aide-soignant, quand il effectue ses missions, il est tout seul dans l'établissement de santé. Quand il fait des missions de soins, ses toilettes, etc., il n'y a aucun infirmier qui est derrière lui et qui lui dit quoi faire. Et même en particulier la nuit, dans un établissement de santé, il n'y a pas d'infirmier en physique dans l'établissement de santé. Donc la notion de subordination et la notion de responsabilité, c'est 2 choses différentes. Et la deuxième partie de l'argumentaire, elle explique que quand bien même un soignant pourrait effectuer des missions en tant qu'indépendant, il y aurait un risque de requalification en salariat. Et là-dessus, on est parfaitement d'accord, mais sauf qu'en fait, cette notion de requalification, elle s'apprécie au cas par cas par le juge, et donc elle signifierait absolument pas que tous les soignants ne peuvent pas effectuer des missions en tant qu'indépendants. Elle dit simplement, attention, quand on effectue des missions en tant qu'indépendant, il y a un certain nombre de règles que nous, on s'applique à respecter, c'est-à-dire on n'impose pas aux soignants ses horaires, le soignant choisit ses missions, le soignant apporte sa propre tenue, etc., etc. Donc on dit, le risque de requalification, oui, il est réel, et on fait très attention à ça, mais ça ne veut absolument pas dire que le modèle est interdit. Voilà, c'est les 2 éléments principaux du courrier. Alors, on a tout à fait conscience des grosses difficultés que traversent les établissements de santé, qu'il s'agisse des hôpitaux, qu'il s'agisse des EHPAD et bien d'autres, dans la difficulté de recrutement de personnel soignant. Ma question très concrète, quelle est la différence en termes de coût pour un établissement de santé d'avoir recours à un soignant en statut d'auto-entrepreneur par l'intermédiaire de votre plateforme Mediflash, ou bien d'avoir recours à un soignant par l'intermédiaire d'une boîte d'intérim? Alors, je sais, j'ai vu dans votre courrier à un moment donné que vous les citiez, mais
je les ai plus en... Ben voilà, je n'ai plus en tête, mais enfin voilà. Donc, quelle est la différence en termes de coût pour un établissement de santé? Alors, il y a une certaine variabilité parce que, en fonction de si c'est un jour ouvrable, un dimanche, une nuit, la rémunération du professionnel va pas être la même. Et de plus, s'il a la possibilité de choisir sa rémunération, donc s'il demande une rémunération très importante et que l'établissement l'accepte, la différence avec l'intérim peut être variable. En moyenne, c'est une économie de l'ordre de 20 à 25% par rapport à des solutions comme pourrait l'être l'intérim. Alors, effectivement, le service rendu peut être comparé à de l'intérim. La manière de se représenter les choses pour nous est un peu différente, mais je comprends le sens de votre question. Enfin, pour être clair, ils payent à peu près, en moyenne, à peu près 20% moins cher. L'établissement de santé, la solution Mediflash ou la solution indépendante de manière générale, parce qu'on n'est pas la seule plateforme qui existe, coûte en moyenne à peu près 20% moins cher par rapport à l'intérim. Et alors, si on se pose de l'autre côté, du côté du soignant, d'un point de vue purement de la rémunération, j'ai bien entendu hein, que selon vous, il y a d'autres aspects. Quelle est la différence pour le soignant entre la mission d'intérim? Bien sûr, alors même élément de réponse que tout à l'heure, ça dépend de la rémunération que le soignant peut demander, mais à nouveau, il gagne à peu près 20 à 25% de plus que ce qu'il aurait gagné avec une solution comme pourrait l'être l'intérim. Alors là, on va rentrer un peu dans le détail, mais il n'y a pas de souci avec ça. Pour le côté sécurité sociale, il cotise comme s'il était un salarié classique. Si vous voulez, il paye 21,6% de charge. Dans ces 21,6% de charge, il y a 0,2, pardon. Il y a une partie qui est ses cotisations retraite, donc c'est 41,5% de ces 21,2, où là, sur la cotisation pour ces trimestres, il cotise de la même manière qu'un salarié classique. En termes de taux de cotisation, vu qu'il part sur une rémunération qui est plus importante que ce qu'il aurait eu en tant que salarié, en fait, il cotise autant que s'il était salarié. Et sur la partie sécurité sociale, c'est la même chose. Après, il y a des cotisations CPF et autres. Mais sur ça, il n'y a pas de différence. La vraie différence, elle est plutôt sur les cotisations chômage, où le soignant ne cotise pas pour le chômage. Il en a bien conscience, on est très transparent sur ce point-là. Bon, honnêtement, le chômage de la santé en ce moment, c'est pas trop une contrainte. Mais voilà, on les sensibilise quand même à ça. Mais c'est sa différence de cotisation qui peut influer sur le reste. Mais par contre, d'un point de vue des cotisations employeurs entre l'intérim, où là vous avez des cotisations employeurs qui sont donc réglées, et là en situation d'auto-entrepreneur, il n'y en a point. Il y a une différence mécanique sur les caisses de protection sociale collective. Oui, il y a une différence parce qu'effectivement, il n'y a pas de cotisation employeur, vous avez parfaitement raison, mais pour le soignant en soi, il n'y a pas de différence tout simplement parce que, alors après, peut-être quelques dizaines d'euros près, il faut rentrer dans le détail, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le niveau de cotisation sociale pour un auto-entrepreneur, il est moins important en pourcentage, mais simplement la base de calcul est beaucoup plus importante parce que la rémunération est plus importante. Mais effectivement, il y a moins de cotisation sociale il n'y a pas de cotisation sociale employeur, effectivement, quand on est en auto-entrepreneur parce qu'il n'y a pas d'employeur, c'est le principe. Vous nous avez, et je vous en remercie vraiment en toute transparence, montré le caractère à l'heure actuelle contesté de votre légalité, hein, puisque les courriers des ministres du Travail et de l'Emploi et de l'Insertion et des Solidarités de la Santé, même si je prends connaissance du document que maintenant, puisque j'étais en séance jusqu'à minuit et demi hier soir quand vous avez envoyé le document. Donc je n'ai pas tout pu lire avec attention, on avait d'autres auditions avant vous et après vous. Bon, en toute transparence, vous nous dites bien que les pouvoirs publics, les ministères, vous dites, bon, ben là, il y a un problème manifeste, car ce que vous proposez comme mise en relation revient à une situation totalement illégale, puisqu'une aide-soignante ne saurait exercer en auto-entrepreneur, puisqu'il y a une responsabilité d'un point de vue responsabilité, y compris, j'imagine, en tant responsabilité qui peut être une responsabilité pénale, puisque les professionnels de santé effectuent des actes sous la responsabilité d'une personne au-dessus, quoi, hein, donc l'aide-soignant, l'infirmier, et voilà. Mais du coup, vous essayez de contre-argumenter pour pouvoir justifier de la légalité de votre activité, mais là, nous sommes donc dans cette fenêtre d'illégalité. Votre plateforme continue.
Pour nous, il n'y a pas d'illégalité. Effectivement, il y a un courrier de M. Véran et de Mme Borne qui est pour nous presque une note de position, qui n'a aucune valeur juridique selon nos avocats. La loi n'a pas changé depuis. Si fondamentalement notre modèle était illégal, depuis 1 an et demi que le courrier serait sorti, je pense qu'on aurait eu quelques difficultés. Or, il n'y a pas eu d'action en justice contre nous. Rien dans la loi n'interdit de facto à un aide-soignant à être auto-entrepreneur. L'interprétation qui est faite, c'est de dire qu'un aide-soignant est sous la responsabilité d'un infirmier, et donc de ce fait, il ne pourrait pas être indépendant. Alors Léopold a argumenté tout à l'heure en disant qu'il y a plein d'autres secteurs où ce sujet-là s'apparente. Les jurisprudences dans d'autres domaines, je peux vous citer l'exemple de la jurisprudence brigade qui met en avant qu'un commis cuisine est sous la responsabilité d'un chef de cuisine. Pourtant, la jurisprudence dit qu'il n'y a aucun souci au fait qu'il soit indépendant. J'entends que dans la santé, ce soit plus encadré, mais à date, rien n'interdit à un aide-soignant d'être auto-entrepreneur. Ce qui est fait au travers du courrier de M. Véran et de Mme Borne, c'est l'interprétation. J'ai énormément de respect pour messieurs les ministres et Madame la ministre, mais ce n'est pas un juge qui a dit ça, et donc à date, rien n'interdit notre modèle. Et si je puis me permettre de compléter, le sujet, c'est pas tant la légalité du modèle, ça là-dessus, on a totalement les réponses. Le sujet, c'est plus un sujet de méconnaissance de notre modèle et d'échange avec les pouvoirs publics qu'on a aujourd'hui. Tous les pouvoirs publics avec lesquels on a pu échanger, une fois qu'on arrive à leur expliquer l'intérêt de notre modèle et les modalités de notre modèle, comprennent ce qu'on fait, et pour le coup il y a pas ces sujets-là. Le courrier qui avait été envoyé, il avait été envoyé sans nous consulter, sans comprendre du tout tout ce qu'on nous a raconté aujourd'hui. Pour nous, le vrai sujet aujourd'hui, c'est plus un sujet de méconnaissance, d'autant plus de la part des URSSAF ou de la DRETS, pour lesquels on est bien conscient que ça peut être compliqué d'appréhender ce genre de sujets qui sont nouveaux. On a ce sujet-là de pédagogie, s'il vous plaît, si vous voulez, sur expliquer ce qu'on fait. Et vous avez envoyé un courrier au ministre de la Santé le 20 février, assez récemment. Est-ce que vous avez eu une réponse ou un rendez-vous ? Non, alors le ministère de la Santé, non. On a envoyé des courriers à pas mal de gens, on discutait avec pas mal de pouvoirs publics. On a rencontré des collaborateurs du ministère du Bercy. Travail, on a essayé, mais vous n'avez pas échappé qu'en ce moment, ils sont un peu occupés. Ça va peut-être aller mieux, là. Mais voilà, donc on verra. C'est vrai, on verra. Mais non, santé, j'ai essayé plusieurs fois, on n'a pas encore de retour. Travail, on essaie d'organiser un échange avec eux. Bercy, on a échangé un peu avec eux. Puis on parle aussi avec beaucoup de députés. Et encore une fois, comme Stan expliquait très bien, l'objectif, c'est de faire de la pédagogie et de mieux expliquer notre modèle. Et qu'il y ait des questions autour de notre modèle, et c'est parfaitement légitime. Mais effectivement, c'est souvent un sujet d'incompréhension, beaucoup plus qu'un sujet de rejet fondamental du modèle. Et donc, donc vous avez eu ce courrier de Mme Borne et M. Véran qui effectivement ne parle pas d'illégalité, qui met en garde, je dirais, vos clients potentiels en fait, contre votre activité en parlant potentiellement de travail dissimulé. Il n'y a pas de procédure légale, donc il n'y a aucune question de tribunal. En revanche, il y a effectivement un certain nombre d'inspections du travail qui a entravé donc, votre activité. Et effectivement, il y a eu des contrôles, donc comme on l'a dit, en janvier. On a été un peu surpris par l'ampleur des contrôles. On a dénombré une 50aine de contrôles dans 4 départements différents, des contrôles simultanés. De ce qu'on sait à ce jour, donc vraiment le même jour. Ça nous a un peu surpris. Donc il n'y a pas de souci, on est hyper transparent, on communique tous les documents, on avait déjà eu nous un contrôle précédemment qui s'était très bien passé. On n'a pas compris l'intérêt de faire une opération coup de poing de cette ampleur, parce qu'on n'allait pas dissimuler des documents, on n'allait pas cacher les soignants dans les placards des EHPAD. On s'est demandé si c'était pas une méthode d'intimidation, sincèrement. Parce que l'impact, là à date, il n'y a pas eu de retour pour ces contrôles. Mais comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, les établissements de santé ont pris peur face à l'ampleur de ces contrôles et donc ont préféré suspendre la collaboration, ce qui a un impact très réel parce qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions pour pouvoir trouver des soignants, que ce soit en intérim, en CDI ou autre. Et donc il y a une baisse de qualité de la prise en charge. Parce que quand on n'a pas de soignants, ça veut dire que simplement les personnes qui sont nos aînés, on ne parle pas d'inconnus, on parle de nos parents, nos grands-parents, sont douchés plus qu'une fois par semaine, au lieu de le faire plus régulièrement. Et ça, c'est vraiment dû au manque de personnel. On peut imaginer aussi que des personnes qui sont incontinentes, qui sont dans leur selle et dans leurs urines, ne sont plus changées à temps parce qu'on n'a pas le personnel pour ça. Donc l'impact est vraiment réel par rapport à ces contrôles. Beaucoup d'établissements nous font part de leurs difficultés.
beaucoup de directeurs d'établissement nous rappellent en nous disant ma direction bloque la collaboration, je suis démuni. Et donc voilà, on est face à cette situation qui a un impact réel sur le terrain. Et accessoirement, je complète aussi, ça veut dire aussi qu'on a des soignants qui travaillent sur la plateforme qui, du jour au lendemain, on leur dit vous n'avez plus le droit d'exercer comme ça, alors qu'ils sont hyper contents de le faire. On vous a mis aussi dans le dossier un courrier qui a été envoyé par les soignants indépendants eux-mêmes qui défendent leur modèle auprès du ministère de la Santé, auprès du ministère du Travail. 650, et pas eu de retour non plus. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça je veux que ce soit extrêmement clair pour les membres de cette commission, c'est que, alors déjà un sujet qui est très important, c'est qu'on ne vise pas à remplacer le salariat. Les soignants, encore une fois, qui utilisent la plateforme, l'utilisent pendant quelques mois et ensuite retournent au salariat. Il y en a qui le font plus longtemps, mais c'est un choix de leur part. Et le dernier sujet qui est très important, c'est qu'effectivement, les soignants qui sont sur la plateforme, ils ont d'autres alternatives. Ils ne sont pas captifs du tout de la plateforme. Trouver un CDI quand vous êtes soignant aujourd'hui, ça vous prend une demi-seconde. Tous les établissements de santé cherchent à recruter. S'ils veulent pas travailler sur la plateforme, ils peuvent travailler en intérim. Toutes les agences d'intérim recrutent, entre guillemets. Donc, il faut vraiment se sortir de la tête l'idée que les soignants sont des captifs. On est sur un secteur qui est extrêmement en tension. Les soignants font absolument ce qu'ils veulent. Et on va être encore hyper transparent. On va cet après-midi à Metz, parce on rencontre nos soignants assez fréquemment. Nos soignants, on les a eu encore au téléphone tout à l'heure, ils sont hyper contents de bosser avec nous. Ils sont hyper contents de ce modèle. Ils nous disent, mais pas dire des gros mots, mais ça nous embête entre guillemets de cette situation avec l'URSSAF parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a de moins en moins de missions et ils sont en mode comment est-ce qu'on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'ils sont hyper contents de ce modèle-là. Donc en fait, on a des soignants qui sont contents, des établissements qui sont contents, dans un secteur qui est particulièrement en tension et qui manque d'attractivité, et on a juste des pouvoirs publics aujourd'hui qui bloquent entre guillemets une solution complémentaire, c'est pas toute la solution, mais une solution complémentaire sur ce secteur-là qui est en tension. Et c'est ça qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre. Et les soignants qui travaillent avec vous, qu'est-ce qu'ils recherchent, vous pensez, en priorité? Il y a la question de la rémunération, la flexibilité, un autre type de rapport à l'employeur? C'est un mélange de tout ça. Déjà, on a beaucoup de témoignages de professionnels qui nous ont dit que sans la solution, ils auraient quitté le métier suite à la crise sanitaire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un changement un peu sociétal du rapport au travail qui s'opère, pas que dans la santé, mais beaucoup de professionnels ont envie de retrouver de la liberté, de pouvoir choisir leur planning. Il y a aussi, alors là, c'est plus une notion terrain, mais pour l'avoir vécu dans les services, il y a aussi des grosses tensions parce que par le manque de personnel, les personnes qui restent salariées sont sursollicitées, on les rappelle assez souvent sur leurs jours de repos et autres. Et donc le fait de sortir de ça, pouvoir reprendre la main sur son planning, ça intéresse beaucoup les soignants. Il y a une notion de rémunération qui effectivement attire aussi, mais des personnes qui quittent un CDI pour aller vers du remplacement à temps plein, c'est plutôt à la marge. En fait, si ça devait se produire, ce serait déjà produit il y a des années en intérim, parce que il y avait déjà cette notion-là. Il y a aussi une grosse notion de reconnaissance, parce qu'enfin, on leur dit, vous avez des compétences techniques et opérationnelles, vous pouvez vous représenter vous-même, vous n'êtes plus obligé de passer au travers d'une agence ou autre. Donc on échange beaucoup avec les fédérations, entre autres la FNAS, qui est plutôt en faveur de notre modèle pour la valorisation de ces métiers. La FNAS, c'est la Fédération nationale des aides-soignants. Ouais, donc j'enfonce une porte ouverte au vu de tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Vous ne sentez pas de la part des pouvoirs publics aujourd'hui de bienveillance vis-à-vis de votre modèle? C'est pas tant un problème de bienveillance, c'est plus un problème d'incompréhension. Aujourd'hui, vraiment, c'est notre sujet, c'est d'expliquer notre modèle, encore une fois. Les pouvoirs publics qu'on a pu rencontrer se sont montrés totalement ouverts à la discussion. Et vous le comprenez, je pense, aisément, le sujet est assez transpartisan, est assez valorisant à la fois pour le système de santé, les établissements de santé, les soignants. Donc c'est plus un sujet de compréhension de notre modèle. Et on est facilement assimilé à d'autres modèles de plateformes indépendants comme Uber qui, pour le coup, peuvent être contestés, ça je vous le concède. Mais voilà, notre sujet, c'est plus d'expliquer au pouvoir public, et c'est pas tant un problème de bienveillance. Je compléterai en disant que ça dépend aussi forcément des interlocuteurs qu'on a. C'est-à-dire qu'on a des interlocuteurs, ça dépend des cabinets ministériels, ça dépend des députés, on a rencontré pas mal de gens différents. Il y a des gens qui sont plutôt, qui le soutiennent, en tout cas qui comprennent l'intérêt de ce modèle-là, à la fois pour les soignants et les établissements, d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Donc ça dépend vraiment, c'est la pluralité de la vie politique. Alors, pour moi, c'est un modèle qui est extrêmement différent d'Uber, ne serait-ce que parce que le fait que ce n'est pas vous qui fixez la tarification et que le soignant, quand il vient sur la plateforme, il fait l'estimation en fait de la prestation
qu'il négocie, en fait, enfin qu'il propose. Et les établissements, eux, j'imagine, mettent le profil de poste qu'ils recherchent et la rémunération. Bon. Donc vous mettez en relation. Néanmoins, vous n'avez pas répondu à la question, quelle est la commission que vous prenez là-dessus, qui la paye? Est-ce que c'est l'établissement? Est-ce que c'est le professionnel au statut auto-entrepreneur? Est-ce que ce sont les deux? Et j'avais une autre question aussi, qui contrôle la qualification? C'est-à-dire que, est-ce que vous devez contrôler la qualification de ceux qui viennent postuler par le biais de la plateforme? Et est-ce que vous en avez du coup la responsabilité vis-à-vis des établissements? Ou est-ce que les établissements ne contractant qu'avec l'auto-entrepreneur, c'est aux établissements aussi d'assurer leur propre contrôle du niveau de qualification des professionnels de santé? Merci beaucoup. Alors sur votre première question qui est celui de la commission et de la rémunération, donc nous en fait juste on propose en fait une tarification, on propose une rémunération que le soignant est libre effectivement d'accepter telle quelle ou de négocier. C'est comme ça exactement que ça se passe. Et sur la commission, donc ça va dépendre aussi soit du profil du soignant, soit effectivement de si c'est une mission un petit peu de dernière minute ou si par exemple c'est un dimanche, un jour férié, etc. La commission globalement elle oscille entre 18 et 22%. Voilà. Et sur qui paye la commission entre guillemets, donc c'est une commission qui est prélevée sur la rémunération du soignant. Mais après très concrètement, on fait ce qu'on appelle de la facturation pour compte de tiers, c'est-à-dire que c'est nous qui nous occupons au nom et pour le compte du soignant de récupérer son chiffre d'affaires auprès de l'établissement de santé et ensuite de lui reverser la différence. Donc c'est un petit peu de la facturation pour compte de tiers. En gros, on facture au nom et pour le compte du soignant, ce qui permet en fait à la fois au soignant de ne pas avoir à faire la partie administrative, recouvrement, etc., qui est un peu fastidieuse, et ça permet aussi aux établissements de santé d'avoir un seul interlocuteur, parce que vous vous rendez bien compte que si vous devez vous occuper de rentrer le RIB de tous vos soignants indépendants, c'est un peu compliqué. Donc en fait, on récupère le chiffre d'affaires du soignant et ensuite on fait la division entre notre commission et le chiffre d'affaires restant entre guillemets du soignant. Ça se passe comme ça. Et ensuite, sur la deuxième partie qui était sur les qualifications des soignants, donc c'est nous qui nous occupons systématiquement de vérifier les qualifications du soignant. Donc très concrètement, comment ça se passe? Quand un soignant s'inscrit sur la plateforme, on a un échange avec eux systématiquement pour leur demander dans quel type d'établissement de santé ils ont travaillé, quel type de mission ils ont envie d'accepter, etc., etc. Donc en gros, on prend un certain nombre de retours sur les soignants. Ensuite, on vérifie systématiquement leur diplôme. Il n'y a que des soignants qui sont diplômés. C'est une des conditions notamment pour pouvoir être couverts par l'assurance responsabilité civile qu'on a négociée sur la plateforme. Et la troisième chose, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on, dans les 2 premières missions généralement des soignants, on contacte assez souvent les établissements de santé pour leur demander des retours. Alors l'idée, c'est pas du tout une notation à la Uber, un soignant 5 étoiles, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est plutôt d'avoir des retours sur la qualité des soins d'un soignant. Parce que la réalité, c'est que vous ne savez pas ce que vaut, entre guillemets, un soignant tant que vous ne l'avez pas vu dans les soins. Et puis ça vous permet aussi d'avoir des retours sur, très concrètement, comment ça s'est passé avec les équipes et de s'assurer que, encore une fois, au niveau de la qualité des soins dans l'établissement de santé, tout se passe correctement. Voilà. Pour compléter, on va aussi un petit peu plus loin, ça c'est nos engagements en tant que plateforme. Au-delà de contrôler effectivement le diplôme de la personne, on s'assure aussi qu'ils soient couverts par une assurance et on leur demande aussi leur attestation de vigilance quand ils dépassent un certain seuil de chiffre d'affaires pour nous assurer qu'ils règlent bien leurs cotisations. Le sujet des retours des établissements sur les soignants, il est hyper intéressant parce que c'est justement ça qui valorise énormément les soignants aujourd'hui. Aujourd'hui, un soignant qui évolue dans un établissement de santé, il a assez peu de retours sur son travail. Et aujourd'hui, on voit les soignants à qui on dit tu as été extrêmement apprécié dans cet établissement, ton travail a été apprécié par l'équipe, etc. Ça valorise énormément son travail. Et ça, c'est des choses assez simples, entre guillemets, mais qui aujourd'hui ont un énorme impact sur les conditions de travail des soignants. Et en fait, quelle différence avec une boîte d'intérim? Parce qu'une boîte d'intérim peut tout à fait avoir les mêmes retours de l'établissement pour le soignant. Mais par contre, l'avantage du salariat, non seulement pour le soignant, c'est qu'il a quand même une bien meilleure protection. Et puis, pour l'ensemble du modèle social, notre société, ça garantit qu'il n'y a pas des trous dans la sécurité sociale et dans l'ensemble de nos caisses de solidarité par un non-règlement des obligations sociales patronales. Et
Par ailleurs, moi personnellement, je suis déjà profondément choquée que dans la fonction publique hospitalière, plutôt que d'améliorer les conditions de travail pour pallier aux problèmes d'attractivité, que ce soit d'un point de vue des salaires ou des volumes horaires, et donc de la compatibilité du travail professionnel avec la vie privée, on ait recours à de l'intérim. Mais qu'on ait en plus maintenant recours à des statuts auto-entrepreneurs, vous comprenez que ça me choque profondément et que ça doit choquer et heurter profondément toutes celles et ceux qui sont très attachés à la fonction publique hospitalière, au statut aussi des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, et que les syndicats de la fonction publique hospitalière doivent être très effrayés par cette évolution présentée. Alors, je vais reprendre les choses dans l'ordre. Comment on se différencie de l'intérim par rapport à ça? Je vais vous parler de mon expérience. J'étais étudiant infirmier, j'ai fait une mission d'intérim en tant qu'aide-soignant qui s'est très mal passée. Bon, je vous passe les détails. J'appelle mon agence le lendemain pour leur expliquer la situation. On me dit simplement « Ok, on ne te renverra pas là-bas ». J'étais en train de leur décrire des faits de maltraitance. J'attendais un peu plus que cette réponse. Donc nous, dans notre équipe, on embauche souvent des personnes qui viennent du monde de la santé. On a un ancien directeur adjoint d'EHPAD, on a une personne qui était ASH, etc. pour bien comprendre les problématiques des soignants. Et quand on a un mauvais retour, on fait remonter l'information aux établissements de santé. Au-delà de juste « ça s'est mal passé » qui n'apporte pas grand-chose, on demande aux soignants quels axes d'amélioration lui il aurait mis en place. Ça permet de valoriser le soignant et donner des pistes d'amélioration à l'établissement de santé. Donc sur ça, on est assez différent. Alors, je vous ai donné cet exemple, j'imagine qu'il y a plein d'autres agences d'intérim qui font des choses très bien, mais il y a cette notion-là de monter en compétence et d'améliorer les pratiques tant du côté professionnel de santé qu'établissement. Ensuite, sur la seconde partie de votre propos, alors, on travaille très très peu avec, c'est plutôt à la marge les actions qu'on a avec les établissements publics, on ne travaille pas avec des hôpitaux publics. Le fait qu'il y ait des difficultés sur le terrain... Non, ouais, c'est pas à la marge le public, c'est à la marge les hôpitaux. On Ouais, bosse principalement avec le médico-social. Effectivement, nous, 80% de nos clients sont plutôt des EHPAD, c'est complété ensuite par des maisons d'accueil spécialisées, donc plutôt le monde du handicap. Les hôpitaux, non, très 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 peu, et on bosse avec des établissements publics, mais pas sur la partie hospitalière. Et juste sur le point des mauvaises conditions de travail qu'on peut retrouver à l'hôpital et dire que la solution serait d'aller vers le modèle qu'on a nous. Alors, c'est pas notre métier d'améliorer les conditions de travail à l'hôpital. On n'est pas directeur d'établissement. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On a vraiment envie que les conditions s'améliorent parce que derrière, ça concerne le bénéficiaire de soins qui peut être tout à chacun dans cette salle. Donc on est très attentif à ça. Heurté par notre modèle, je pense que c'est une question de vision et de conviction. Nous, ce qu'on entend, c'est que les soignants ont envie d'approcher le métier d'une autre manière que ce qu'on leur proposait jusqu'à présent. Ça leur correspond bien, ça répond à un besoin des établissements de santé. Que ça corresponde à tout le monde, évidemment que non. Mais si typiquement vous étiez soignant demain et que ce modèle ne vous correspondait pas, on ne vous oblige pas à adopter un statut d'auto-entrepreneur. L'idée, c'est que ça corresponde aux volontés de chacun et qu'on redonne de la liberté plutôt que de dire tu n'as pas le choix, tu dois travailler à l'hôpital, de toute façon tu n'auras pas d'autre employeur, donc si tu n'es pas content, tu sors du système de santé. L'idée, c'est de retenir ces soignants pour pouvoir redonner de l'attractivité au métier du soin en leur disant dans ta carrière, tu pourras être en CDI, tu pourras être en CDD, tu pourras être en intérim, tu pourras être indépendant en fonction de la situation que tu as dans ta vie personnelle et ce dont tu as envie, ce dont tu as envie au quotidien. Donc l'idée, c'est d'apporter une solution supplémentaire qui ne va pas régler toutes les problématiques, on en est bien conscient, mais de faire en sorte de fidéliser les professionnels de santé dans les métiers du soin. On sera ravis de vous avoir à Metz si vous voulez poser la question directement à nos soignants. Merci. On va prendre une dernière question de M. Schreck et puis après on devra lever la séance. Oui, merci Monsieur le Président. Depuis le début de votre audition, on évoque la situation des aides-soignants. Est-ce que vous avez recours aux infirmiers libéraux diplômés d'État sur votre plateforme? Pardon.
Oui, aussi. C'est une proportion un petit peu moins importante que les aides-soignants auto-entrepreneurs, enfin, aides-soignants, éducateurs, enfin, aides médico-psychologiques, sociaux, etc. Mais ça représente à peu près, je dirais, aujourd'hui 10 à 20% des soignants qui sont sur la plateforme. Donc, pardon. Donc, ma deuxième question corollaire, si vous me permettez, Monsieur le Président, c'est que, ce faisant, vous, ipso facto, vous les faites sortir de la cotation par leurs actes. Puisque normalement, toute l'activité d'un infirmier diplômé d'État répond à une nomenclature, avec une cotation, ce qui leur pose des difficultés, des fois, d'interprétation et de contrôle. Mais vous leur faites faire des actes d'infirmiers qui sortent de la cotation de l'assurance maladie. Effectivement, en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a facilité l'accès des infirmiers libéraux dans l'intervention des établissements de santé au moment de la crise Covid. Et donc, en fait, il y a un forfait horaire qui est choisi par le professionnel. Donc, auparavant, il le faisait directement avec l'établissement. Là, on est facilitateur de cette solution, mais le professionnel a la possibilité de choisir son taux horaire. C'est juste que sur la réalité de terrain, on ne peut pas considérer qu'il est rémunéré à l'acte, parce que pour vous représenter ce qu'est un poste d'infirmier en EHPAD, j'en fais encore assez régulièrement, sur la matinée, vous vous occupez de 75 résidents en distribuant des médicaments, en faisant des insulines, etc. Vous ne pouvez pas passer des cartes vitales une à une. Donc pour faciliter les choses, l'établissement de santé accepte de payer un forfait qui est choisi par le professionnel et effectivement qui ne correspond pas à une nomenclature de l'assurance maladie, parce qu'il n'y a pas de cotation, ce qu'on appelle des cotations AMI, qui correspondent à un acte, puisqu'en fait il y a pléthore d'actes qui sont réalisés sur une tranche horaire. Et pour vous représenter juste concrètement qui sont les infirmiers qui sont sur notre plateforme, c'est des infirmiers libéraux qui ont souvent un cabinet à côté et qui ont souvent des trous dans leur planning à compléter et qui viennent dans les établissements de santé en renfort pour justement aider les établissements qui ont des besoins là-dessus. Ouais, c'est pas c'est pas des infirmiers libéraux qui font du temps plein comme ça, hein. C'est vraiment des trous dans leur planning. Et si je peux me permettre, Monsieur le Président, et de votre expérience, puisque vous êtes un petit peu de praticien, par rapport au coût d'un acte, est-ce que l'infirmier libéral ou l'infirmière libérale est gagnant ? Je pense par exemple au pansement. Moi, j'ai été saisi avec où c'est une problématique chez eux, puisque 3 pansements par jour, le premier est payé à 100%, le deuxième à 50%, le dernier est plus payé. Donc c'est pour ça que les libéraux sont de plus en plus réticents. Donc je voulais savoir s'il y a un gain par rapport à la nomenclature pour eux. Je peux difficilement répondre à cette question pour une raison assez simple, c'est que en fonction de l'acte qui est réalisé à domicile, la rémunération va ne pas être la même. Pour vous donner un ordre de grandeur, si je me souviens bien, une prise de sang c'est rémunéré autour de 8 €. Pour une pause d'une perfusion avec un traitement un peu particulier, ça peut être beaucoup plus important. Donc ça va dépendre de la patientèle du cabinet. Moi, la lecture que j'en ai et les retours qu'on a des professionnels, c'est que, alors effectivement, ils gagnent autant, voire un petit peu moins que ce qu'ils auraient gagné sur des actes à domicile. Ce qui leur plaît, c'est plutôt de retrouver un travail d'équipe, parce que le métier de l'infirmier libéral à domicile est assez solitaire, de pouvoir continuer à être proche des nouvelles pratiques de prise en charge. Et c'est une autre approche. En fait, ça redonne de la diversité dans leur pratique. Écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Je vous remercie aussi vraiment d'avoir préparé ce dossier qui, comme la rapporteure l'a dit, est très complet, très transparent et intéressant pour nous. On aura peut-être d'autres demandes de documents ou questions complémentaires à vous formuler dans les prochaines semaines, mais à l'intervalle, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.